Duels, batailles et chevauchées sont rajoutés au simple mélodrame de Dennery, lui conférant une résonance inégalée. La maîtrise de Griffith, épaulée par son fidèle opérateur Billy Bitzer, va s'avérer éblouissante. Les Deux orphelines sera l'ultime succès populaire de sa carrière. Poussé par l'accueil enthousiaste de la presse et du public, Griffith va malheureusement renouveler les erreurs de la sortie d'Intolérance. Les recettes des Deux orphelines vont être englouties dans une de ces coûteuses tournées où chaque projection était accompagnée par un orchestre symphonique. Le producteur-réalisateur va se retrouver plus endetté que jamais. Il reviendra une ultime fois au cinéma historique à grand spectacle en 1924 avec America. Mais cette fois, il n'aura plus les moyens de se payer les figurants nécessaires et c'est l'armée et le gouvernement américain qui le soutiendront dans son projet. L'échec financier sera pourtant total. Le public du monde entier montrera sa préférence pour un cinéma historique où les héros sauront prendre en main leur destinée. La façon dont Griffith traite l'histoire n'a pourtant pas changé depuis naissance d'une nation. Selon le maître, le scénario du bon drame historique s'articule sur la juxtaposition entre une chronique familiale et une série de grands événements se déroulant en parallèle. Le mélange de ces deux lignes narratives est le plus souvent artificiel, comme par exemple la présence de Elsie et Ben dans le théâtre où Lincoln est assassiné. Griffith nous livre un morceau de bravoure cinématographique, mais ne fait pas avancer son récit avec cette scène qui n'influe en rien sur le destin des deux héros, ni sur la structure narrative du récit. En fait, malgré la force et la brillance du spectacle, les héros de Griffith se présentent comme des victimes ballottées par l'histoire, et non comme des rebelles ou des conquérants cherchant à dominer, ou à tout le moins à contrecarrer le déroulement des événements. Les films de Griffith ne sont pas de véritables épopées. La grande histoire n'est qu'un tableau grouillant et coloré, se déroulant au même rythme que les malheurs d'une famille anonyme qui tente de survivre et de retrouver son unité dans la tourmente. Ce type de récit ressemble donc plus à un mélodrame à grand spectacle qu'au cinéma véritablement épique, tel que le pratiqueront les héritiers de Griffith. Sergei Eisenstein, conformément à son environnement post-révolutionnaire, se fera le chantre opératique de l'épopée collective. Même une figure charismatique comme Alexandre Nevsky reste une icône vide, réduite à sa fonction catalytique du patriotisme, soulevant le peuple russe opprimé. Point de vue apparemment différent chez l'individualiste DeMille. De Cléopâtre à Moïse, ces personnages mettent leur habileté à l'épreuve du pouvoir. Mais tout comme la foule révolutionnaire d'Eisenstein, les conquérants de Cecil B. DeMille, même vaincus par la mort, imposent leur marque sur le cours de la grande histoire, tout comme le feront plus tard le Spartacus de Kubrick ou le Colonel Lawrence de David Lean. Malgré le déploiement trompeur de tout l'arsenal du grand spectacle, au cœur du cinéma de Griffith, la simple mélodie poétique importe plus que la puissante symphonie épique. Mélodie cristallisée dans le regard éploré de ces tragiques figures féminines, dont la plus caractéristique reste naturellement la superbe Lillian Gish. I did, of course. She's a great friend of my stepmother, Miss Pickford. And oh yes, I've known her since I was a little boy, really. She's a lovely character. And although she was a great tragedian in private life, she had great humor. She was wonderful at telling jokes and loving to hear jokes. She was a very gay and happy person, except in the part she played, then she was very
dramatic, but in life she was very amusing. Deux grands disciples de Griffith, Mack Sennett et Raoul Walsh, montreront que leur vision de la femme, fort différente chez l'un et chez l'autre, ne doit rien à celle de leur glorieux mentor. Chez Sennett, qui débuta sous la direction de Griffith à la biographe, les pétillantes bathing beauties et autres séductrices sont adultes, pulpeuses et parfaitement conscientes du pouvoir de leur charme. Chez Raoul Walsh, qui incarna l'assassin de Lincoln dans Naissance d'une nation, les femmes seront fréquemment altières et combatives, telle la superbe Virginia Mayo de Colorado Territory, qui défend son homme, les armes à la main. La vision que donne Griffith de la femme idéale, à travers les différents personnages que Lillian Gish incarna devant sa caméra de 1912 à 1921, est en sérieux décalage avec les réalités de son temps. Comme en Europe, la Grande Guerre a eu pour conséquence de permettre à de nombreuses femmes d'accéder à des professions jusque-là réservées aux hommes. Alors que le droit de vote est enfin accordé en 1920 aux Américaines, Griffith s'obstine à leur renvoyer une image de vierge immature et frémissante, conforme aux idéaux victoriens. Le potentiel érotique de ces héroïnes, fréquemment menacées de viol, n'est pas exempt d'une bonne dose de perversité. Ces petites biches tremblantes et soumises finiront par lasser le public féminin à la recherche d'héroïnes plus matures et plus actives. Telles seront les reines de la screwball comedy des années 30, ou pour rester dans la mythologie du Sud auquel Griffith est si attaché, la Kathy Scarlett de Autant en emporte le vent. Pour certains historiens comme Scott Simon, cet attrait de Griffith pour les très jeunes femmes, outre qu'il recouvre une réalité conforme à l'orientation de la vie privée du cinéaste, exprime une métaphore sur la civilisation du Sud, douce, innocente et raffinée, brutalement soumise et humiliée par la barbarie des conquérants venus du Nord. En parfait gentleman du Sud, mélancolique et passéiste, Griffith, jusque dans les recoins les plus secrets de son âme, ne cessera de déplorer la reddition du général Lee à Appomattox. Après la sortie des deux orphelines, Griffith fait ses comptes. Il fait venir Lillian Gish dans son bureau. « Vous devriez voler de vos propres ailes. Votre nom a maintenant autant de valeur que le mien. Je pense qu'il serait de votre intérêt d'exploiter cette situation tant qu'il en est encore temps. » Lillian Gish continuera son éblouissant parcours, alignant les succès tels que White Sister, La Bohème ou Le Vent, sous la direction de réalisateurs tels que Henry King, Victor Söderström ou King Vidor. La carrière de Griffith, oblitérée par les problèmes financiers à répétition, marque le pas. Au moment de la sortie de The White Rose, en 1923, un journaliste de Photoplay écrit « Il nous apparaît comme un grand homme qui vit isolé sur sa propre planète, entouré de conseillers de peu d'envergure, génie solitaire, isolé du monde. » Well, he had lost his touch. He really wasn't as interested. After a bit, you didn't keep up with the times, and I don't want to
say too much about it because I don't know too much about it at the time. I just know that he had lost the touch that he had before. He was not at the height of his career. It was sort of the end of his career. And so I think he was just as happy to retire after that.